Au-delà de la protection de la nature, il convient également de repenser nos manières d'habiter le territoire et d'esquisser avec l'ensemble des acteurs concernés la gouvernance d'un paysage en transition, qu'il soit urbain, rural, forestier. Voilà des pistes de réflexion et d'action que nous propose Yves Hubert. Yves Hubert qui est architecte, paysagiste et urbaniste, administrateur de l'atelier Canvas, maître de conférences associé à l'École nationale d'architecture et du paysage de Lille et à l'Université de Mons au sein de la faculté d'architecture et d'urbanisme. Bonjour à tous. Je n'ai plus à me présenter puisque ça a déjà été fait. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer à l'exposé que je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. La première chose, mais on a déjà assez dit, mais je pense que c'est normal en tant que paysagiste. Pour moi, la Convention européenne du paysage, c'est un petit peu mon livre de chevet, mais sur lequel je m'appuie souvent pour rappeler à toutes nos instances que nous nous sommes engagés sur la qualité de nos paysages et sur la bonne gestion de nos paysages. Ce qui m'importe dans cette définition de paysage, c'est que en bas à gauche, c'est l'héritage que nous avons et ce sont les éléments infrastructurels, hydrographiques, paysagers, c'est la terre fertile, c'est la morphologie, ce sont les sous-sols. Ils sont là depuis des millions d'années, bien avant nous, et c'est ce que j'appelle en fait le socle. C'est là-dessus que nous travaillons, c'est là-dessus que le paysage se crée, parce qu'au-delà, ce sont nos pratiques qui en fait transforment ces paysages. Et donc, ce schéma pour dire que notre responsabilité est totale dans la question de la qualité de nos paysages. Nous sommes tous jardiniers de nos paysages. Et donc, bien sûr, les agriculteurs étaient les premiers à transformer le paysage européen pour des besoins simplement de s'alimenter, le besoin ensuite d'habiter, le besoin de bouger, le besoin, et ensuite vient l'époque industrielle liée à la motorisation, le tourisme culturel et les questions de conservation de nature. Tout cela dans la temporalité, je dirais que nous avons transformé nos paysages en quelques centaines d'années, alors que ceux-là, ils existent depuis des millions et des millions d'années. Je voudrais associer cette première définition à la définition de la diversité biologique, qui en fait, finalement, fonctionne un petit peu sur le même constat, c'est que nous avons une variabilité d'organismes vivants de toute origine qui en fait agit sur un complexe écologique et donc finalement sur un biotope. Et donc je ferai ce premier petit schéma où en fait nous avons d'une part les acteurs du paysage, les humains, les Homo sapiens, c'est-à-dire cette lignée qui en fait avait cette capacité de s'organiser d'une manière très complexe. Eh bien nous travaillons sur le socle. Et on a toujours jusqu'ici considéré qu'il y avait les humains et de l'autre côté, les êtres vivants, la flore, la faune, les fonges, les micro-organismes, les molécules, et qui eux-mêmes disposent d'un socle qu'on va appeler biotope. L'erreur fondamentale jusqu'ici, c'est qu'on n'avait pas compris que nous travaillions sur le même socle, et que ce socle, en fait, il était nourri avant tout par des écosystèmes générateurs de services et de bénéfices. Que c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces êtres vivants que l'on défend très très mal aujourd'hui sur le plan juridique, c'est grâce à eux que nous respirons, que nous avons de l'eau propre, que nous avons de la fertilité, que nous avons finalement toute une série de bénéfices liés à nos écosystèmes. Et donc, je dirais que si dans l'an 450, on avait encore une société relativement réduite sur le plan démographique et limitant fortement l'impact sur la question du socle, on pouvait dire que nous avions encore finalement des êtres vivants à côté de nous qui travaillaient pour nous
dans un équilibre relatif. Mais toujours est-il, l'homme déjà impactait et créait son jardin et créait son paysage. En l'an 2000, comme vient de l'expliquer, sur le plan démographique, mais sur le plan de l'explosion industrielle, l'homme, finalement, s'est mis comme position dominante parmi les êtres vivants et a fortement réduit la capacité des autres êtres vivants sur Terre à lui rendre un bénéfice qui, évidemment, est nécessaire pour la fertilité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Et donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans un déséquilibre où l'homme s'est dit capable de gérer tous ces facteurs, mais en fait, nous sommes dans des limites qu'on ne peut plus dépasser et qui nous amènent vers des événements totalement inconnus de notre part, parce que tout simplement ingérables. Le socle paysager wallon, c'est celui-là. On en a déjà parlé, il est magnifique, c'est un héritage. Mais finalement, sur ce socle, j'ai repris ici quelques chiffres. Si on prend les espaces ouverts, c'est-à-dire la Wallonie rurale, et agricole plus spécifiquement, c'est 54% de notre territoire. Plus de la moitié du territoire wallon est agricole. 30%, un petit peu moins, est forestier. Et le reste, ce sont des milieux artificialisés. Et s'exerce là-dessus une grande diversité de territoires paysagers, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui finalement fait la beauté et la fierté de notre pays. Et c'est notre identité qui se fixe sur ces images culturelles liées au paysage. Si je fais une sorte de petit transact un petit peu intuitif, où je retrouve à droite les espaces artificialisés, au milieu les espaces agricoles et à droite les espaces forestiers, on retrouve aussi les grandes familles géographiques. Eh bien, ça nous donne effectivement un premier ressenti de la qualité ou de la diversité plutôt de nos territoires, sachant que même en milieu forestier, ce n'est pas égal, puisque nous avons aussi dans les faciès forestiers de grandes différences. C'est là que je voudrais en venir avec une notion qu'on l'utilise encore doucement, et peut-être que ça prendra plus de place. C'est la question des services écosystémiques ou des services paysagers wallons, c'est-à-dire ces fameux bénéfices et services que les écosystèmes nous rendent. Vous connaissez peut-être, c'est un concept qui a été initié en 2005 par l'UNESCO, ratifié par la Wallonie un petit peu plus tard, et qui en fait essaye de nous donner une grille de lecture sur la qualité de nos écosystèmes. Alors évidemment, c'est un système qui était plutôt initié pour essayer de valoriser sur le plan financier la valeur des écosystèmes. Mais je pense que nous, en tant que paysagistes, on pourrait l'utiliser, non pas pour cela, mais plutôt comme grille de lecture. La difficulté, on l'a déjà un petit peu raconté tout à l'heure, notre grande difficulté, c'est quand on parle de paysage, puisque c'est une question de perception, une perception d'histoire, d'historique, c'est très individuel, eh bien, il n'est pas facile d'aborder des sujets et des études paysagères, alors que finalement, tout le monde a une perception totalement différente, et c'est très heureux. Par contre, lorsqu'il s'agit de parler d'un projet, il s'agit de se situer sur des bases, et la grille de lecture que nous proposent les services écosystémiques, à partir de 3 piliers, à savoir les services de production, les services culturels et les services de régulation, me semble être une grille intéressante pour dialoguer avec les acteurs. Parce que, rappelons-le, la question du paysage, c'est un jeu d'acteurs. Et moi, en tout cas, en tant que paysagiste, je pense que plus que tout le monde, il faudrait que j'amène plutôt les acteurs à prendre conscience de la gestion de leur responsabilité sur le plan de la gestion de leur paysage, plutôt que moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. En plus, le paysage est évolution, il n'est pas statique, il suit le projet sociétal, et donc le paysage évolue par définition.
Donc dans les services d'approvisionnement, si je refais ce petit transect, ben dans les villes, en termes de services d'approvisionnement, c'est quasiment nul. Quelques potagers, mais pas plus. Quand je sors de la ville, un petit peu plus. Quand je suis en SB ou dans l'Hainaut, dans les grands plateaux céréaliers, la production alimentaire est à son maximum. Plutôt dans les autres pays, au-delà de l'axe Mosan, Condro, Famenne, Entrevestre et Meuse, on sera plutôt dans des productions liées à l'élevage, aussi à l'alimentation, mais de moindre importance sur le plan de la production que les grands plateaux céréaliers. Et quand on arrive dans la forêt, sur le plan alimentaire, évidemment, la production est très faible. Sur le plan, bien sûr, des ligneux, elle est très importante. Sur le plan des services culturels, je ne parle pas de la culture, aller au cinéma ou au théâtre. Ici, c'est la question culturelle de savoir comment les écosystèmes peuvent-ils être des bénéfices sur le plan culturel, pouvoir, comme disait Magdelon, les besoins fondamentaux psychiques que nous avons de nous récréer dans un espace de qualité avec des points de vue éloignés, avec l'idée qu'on puisse se promener, de respirer, être autre part que nécessairement en ville, puisque quasiment 80% des Belges vivent en ville. Et les services de régulation, eh bien, pas de secret, la ville a beaucoup de difficultés à se réguler, elle a absolument besoin des territoires périphériques pour pouvoir réguler ses besoins. Bien sûr, la Wallonie agricole est un substrat très très important pour réguler les aspects liés au cycle de l'eau, au cycle de l'air, et encore la fertilité, la pollinisation et tous ces éléments-là. Et donc ensuite, on a les massifs forestiers qui, eux, jouent également un rôle régulateur, bien sûr, en temps de biomasse qui est extrêmement important en Wallonie. Mais si on prend par exemple la donnée réchauffement-rafraîchissement, eh bien on a deux graphiques qui s'inversent complètement, où la ville est en incapacité de se rafraîchir, elle a besoin de ses périphéries, le fameux îlot de chaleur. Donc c'est important d'avoir, bien sûr, pour les milieux habités, une proximité, un écrin paysager qui les entoure pour pouvoir jouer ces rôles-là, surtout avec des perspectives de changement climatique et d'épisodes de plus en plus longs en termes soit de chaleur, soit de froid. Et donc le rôle que vont jouer ces différents espaces entre eux, par rapport à la forêt, par rapport à la ville, évidemment, prennent beaucoup d'épaisseur. Et je dirais aussi, on l'a dit tout à l'heure, la question des lisières, du périurbain, mais du périforestier aussi, ça va jouer. Donc finalement, la question des interfaces. Agir sur les écosystèmes, eh bien donc, c'est modifier nos pratiques, les faire évoluer. Et qui a tout cela en main? Eh bien, finalement, c'est nous tous. Les agriculteurs, les touristes, le tourisme, ceux qui organisent le tourisme, les scientifiques, forestiers, moi, tout simplement. Les associations, les citoyens, les industries, les collectivités, tous ensemble, on doit réfléchir. Et les paysages n'est pas simplement dans les mains d'une administration ou d'un politique. Le paysage, comment le paysage, et c'est la question que je me pose et qu'il faut mettre en route, c'est comment la gouvernance du paysage peut devenir l'affaire de tous et pas seulement l'affaire d'une administration ou de règlement ou de loi. Et donc, quels enjeux, évidemment, par rapport à ça? Ici, je continue à me dire qu'il faut essayer d'aller capitaliser sur différents enjeux. Le premier, c'est que les domaines publics, finalement, la ville, c'est à peu près 25% de domaine public. Sur le milieu rural, c'est 7% grand maximum. Et l'espace forestier, c'est près de 50%, puisque nous avons encore pas mal de forêts domaniales communales. Donc, c'est un premier, évidemment, levier de projet. Mais on remarque que sur le plan wallon, territoire agricole, c'est le privé qui va pouvoir faire quelque chose. Le public est très démuni sur le plan de l'appartenance foncière. Cette stratégie foncière n'est pas finalement un atout
pour les autorités publiques. Il faudra faire autrement. Un aspect important, c'est que sur les recensements de 1980 à 2019, donc sur une quarantaine d'années, eh bien, on a perdu 66% des exploitations. Ça veut dire que chaque semaine, pendant 40 ans, on a perdu 14 exploitations et qu'on en perd 2 par jour. C'est énorme. Ça veut dire que le paysage qui est entretenu par l'agriculture, elle va complètement changer d'acteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Que la taille moyenne des exploitations, eh bien, elle a quasiment augmenté de 3 par 3. C'est-à-dire une exploitation va de 21 hectares à peu près à 56 hectares aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banalisation de nos territoires nous pend au nez. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'acteurs et qu'elle est reconcentrée en quelques mains. Donc il faut être prudent quand on parle de biodiversité et qu'on veut essayer de respecter la variété de nos paysages. Ensuite, la perte des terres agricoles, ça continue. Et donc c'est à peu près 9 terrains de football par jour que l'on perd en terres agricoles. Il faut le savoir. Et donc si on n'agit pas sur ce phénomène, on va continuer à donner du terrain à la ville et à de grandes tracasseries sur le plan de la mobilité, sur le plan social, sur le plan de perte de fertilité et notre dépendance par rapport à d'autres systèmes. Les supports clés du paysage et de la biodiversité, c'est ce que je voudrais maintenant un tout petit peu exposer. Le premier, c'est la diversité de ces territoires, dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec les nombreux atlas qui couvrent aujourd'hui la Wallonie et qui sont fort bien faits, qui sont une base vraiment très enrichissante, très intéressante pour tout acteur qui s'intéresse à cette question de paysage, et quel que soit le domaine dans lequel il travaille. C'est une très bonne base et ça nous montre bien que nos paysages ont une vraie diversité, une vraie identité et qu'on peut en être très fier sur un tout petit pays comme le nôtre ou une toute petite région comme le nôtre. La question de l'infrastructure verte, et bien sûr, elle est importante. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette infrastructure verte, sur le plan des services écosystémiques, elle nous apporte énormément de bénéfices. Et donc, si on décompose tous ces bénéfices et qu'on essaye de modifier nos pratiques pour améliorer ces différents bénéfices, on devra on va gérer totalement le territoire différemment. On devra beaucoup moins intégrer des intrants. Nos modes de culture vont y défendre, la fertilité va gagner et bien sûr, la question alimentaire va aussi évoluer. Et donc, la question de cette infrastructure verte est fondamentale pour effectivement nous ramener dans nos paysages des bénéfices liés aux écosystèmes. La trame bleue, l'infrastructure bleue, c'est la même chose. Les services rendus de cette trame bleue sont énormes sur le plan hydraulique, les épurations, l'alimentation des nappes, la récréation, l'éducation à la nature, le côté socio-économique, et encore bien d'autres rôles que les zones humides, que au sens large, toute la trame verte et bleue vont nous apporter. Donc, ce sont des outils sur lesquels on peut travailler et que l'on travaille pour pouvoir améliorer ces conditions. On en a parlé, c'est bien sûr ce réseau écologique pensé au niveau wallon, qui est aujourd'hui encore très insuffisant, qui a été repensé par le milieu associatif d'ailleurs, avec des contre-propositions, mais on en a parlé tout à l'heure, et sur le plan communal, il faut le développer, et il faut évidemment s'appuyer sur des outils de connaissance sur le fonctionnement de ces infrastructures, de ces liaisons écologiques, que ce soit sur le plan de la trame bleue ou de la trame verte. Quelque chose dont on parle encore assez peu, qu'on n'aborde pas parce que peut-être qu'on n'ose pas, c'est l'infrastructure agricole. Finalement, c'est la grande portion de notre territoire et ces terres, eh bien, si on les respectait, eh bien, elles apporteraient une fois de plus un nombre important de fonctions au sol, je l'en ai déjà parlé, et donc faciliterait considérablement aussi notre façon de nous alimenter d'une façon probablement plus écologique, plus en respect
avec la capacité des sols à nous apporter de la fertilité et encore bien d'autres points. Peut-être que si on avait pensé les questions des inondations, non pas en se réservant des zones inondables, mais plutôt des zones de plateau qui absorbent et qui retiennent l'eau là où elle tombe, probablement que nous aurions peut-être pu éviter le genre d'incident qu'on a eu au mois de juillet, mais c'est un petit peu facile évidemment de le dire après. Donc, développer cette diversité, c'est faire évoluer, et on va un petit peu voir où finalement on peut peut-être travailler. Alors, je disais, le domaine public, le volant d'action est assez faible, et notre degré d'intervention sur le plan de notre pratique professionnelle en tant que paysagiste, elle est un petit peu comme ce graphique, elle est importante en milieu urbain, un petit peu plus faible en milieu périurbain et quasiment nulle en milieu ouvert et agricole, et encore moins en milieu forestier. Et donc, je vais me concentrer encore rapidement sur deux exemples. Un, encore une urbaine, un exemple d'application de travail sur la trame verte et bleue en couronne urbaine, et l'autre plutôt en paysage agricole dans les campagnes. Je prendrai ici le parc de la Deule, que Magdelone connaît bien puisqu'elle a attribué à le Conseil de l'Europe a attribué le prix du Conseil de l'Europe du paysage du Conseil de l'Europe en 2009. Et donc le parc de la Deule, c'est un parc linéaire, c'est un parc qui s'inscrit dans un territoire agricole en frange urbaine, qui travaille sur les milieux, qui travaille sur la trame verte, sur la trame bleue, sur les milieux agricoles, sur les interactions entre tous ces milieux, sur les franges urbaines, sur les interfaces entre finalement le réseau hydrographique et les rives, sur l'idée de faire du cheminement. Ce sont plus de 40 km de chemin qui ont été développés en une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est un espace finalement agricole, paisible, qui est aujourd'hui emprunté par finalement les habitants de la région lilloise et dans lequel ils peuvent se détendre. Ce sont des compléments indispensables justement sur le plan physiologique, sur le plan de la rencontre, sur le plan des liens sociaux. Le bénéfice de ces écosystèmes restitués est énorme. Et donc, ça donne évidemment des paysages renouvelés sur le plan de la trame verte et de la trame bleue. Encore un autre exemple, le projet Corridor mené sur la liste transfrontalière, avec l'idée de développer un concept d'interstice où finalement on va travailler dans le fil du territoire et on va essayer de travailler avec les acteurs, un maximum avec eux, pour animer l'interface entre finalement l'investissement public qui va se faire sur le fil et d'emmener l'ensemble des acteurs que l'on côtoie vers un projet ambitieux et qui défend des valeurs communes, des valeurs qui servent le projet sociétal. Et donc on va travailler sur la question de la mobilité humaine, faunistique et floristique qu'on va associer avec l'eau et donc qui va être le moteur de la conception de ce territoire et qui va évidemment venir en interface avec le milieu résidentiel, industriel et agricole. Encore le dernier exemple, c'est sur les espaces ruraux. C'est un atelier collaboratif, donc une fois de plus, puisque ce sont les acteurs qui sont les principaux finalement jardiniers de ces paysages. L'idée n'est pas d'agir, mais d'agir avec eux et de leur faire prendre conscience qu'il est possible qu'ensemble, ils se mettent vers un projet commun qui anime nos territoires. Et donc là-dessus, nous avons travaillé effectivement sur l'idée à travers des discussions, des tables rondes, de faire converger des points de vue sur ces différents services d'approvisionnement. Et ça donnait à ce moment-là des réponses. On les a fait d'abord travailler une 50 personnes individuellement, ensuite en groupe, et ça nous a donné des tendances sur lesquelles on a pu directement voir finalement les préoccupations majeures de ces populations par rapport de ces acteurs plutôt sur ces différents services, et ça nous a donné effectivement un résultat qui est totalement intéressant parce que au moins on va parler de paysage. Tout le monde a parlé de paysage, mais en fait on s'est concentré sur des objectifs
beaucoup plus concret, qui nous a surtout permis d'argumenter, de prioriser, de parler, d'échanger. Et c'était ça qui était très instructif. Et les gens, évidemment, en ressortent fortement différents parce qu'ils ont entendu des points de vue différents et ils se disent que finalement, ils n'ont peut-être pas raison nécessairement dans leur position, mais qu'on peut converger ensemble vers un autre projet. Et je termine par cette belle phrase parce que je pense que non, il n'est plus que nécessaire de faire différemment et de penser différemment pour pouvoir agir sur nos territoires. Merci pour votre attention.